Bonjour à tous. Bon, vous êtes d'accord avec moi qu'on a passé assez de temps sur le mouvement à deux dimensions. Alors maintenant, c'est le moment de parler de mon bon ami Isaac Newton. Donc, ouais, le même qui a reçu une pomme sur la tête. En passant, c'est totalement faux. Euh, Isaac Newton, en fait, il marchait dans un verger la nuit, il observait la Lune, puis là, il s'est dit « Hey, comment ça se fait que la Lune ne tombe pas, mais la pomme elle tombe? » Puis c'est comme ça qu'il a élaboré sa théorie. Et d'ailleurs, c'était pendant le confinement dû à la peste noire. Alors, c'est qui le prochain scientifique qui va réussir à trouver une aussi grosse théorie? Peut-être toi? Notre ami Newton, de par ses recherches, nous a permis d'en apprendre davantage sur les forces qui s'appliquent un peu partout dans l'univers. Mais avant toute chose, est-ce qu'on sait c'est quoi une force? Dans le fond, c'est une poussée ou une traction qui va modifier l'état de mouvement d'un objet ou en modifier la forme, donc il va le déformer. La force va s'exprimer en newton. Un newton, c'est pas mal la force d'une petite pomme qui va tomber. Hein? Ça revient avec le... Bref. Comment l'expliquer de manière plus scientifique? C'est 1 kg qui va être soulevé pendant 1 seconde sur 1 mètre. Oui, je sais, c'est quand même compliqué, donc j'affiche à l'écran c'est quoi. Ah, c'est important de noter, une force peut ne pas être suffisante pour modifier l'état de mouvement ou déformer un objet. Par exemple, si je pousse sur ce mur, ben, j'ai pas assez de force pour le déplacer ou le déformer. Donc, n'oubliez pas, la force est représentée également par un vecteur. Non, on les oublie pas, ceux-là sont utiles toute notre vie. Bon, maintenant qu'on a défini c'est quoi la force, parlons des 3 lois de Newton. Comme je l'ai dit, elles sont universelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça s'applique à tout l'univers. Donc, désolé, vous ne pourrez pas défier la loi en ayant vivre sur Mars. La toute première de ces lois est l'inertie. Donc, une fausse croyance qui était très populaire avant les années 1600 et qui est encore très populaire chez les gens incultes, eh bien, c'est que un objet va vouloir rester immobile. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on n'applique pas une force à un objet, eh bien, il va tendre à rester immobile. Il ne voudra pas se déplacer. Donc, on peut comprendre pourquoi les gens croyaient ça, mais ce n'est pas le cas du tout. L'inertie, c'est la tendance naturelle d'un objet de vouloir conserver son mouvement. Alors, si une bille roule, elle voudra rouler à l'infini sans jamais s'arrêter parce que elle a une certaine vitesse et elle veut conserver cette vitesse-là de mouvement tout le temps. La première loi de Newton stipule qu'un objet au repos ou en mouvement conservera cet état de mouvement indéfiniment, à moins qu'une force ne vienne modifier cet état. Ouais, je sais, vous vous dites, ouais, mais la bille, elle roule pas à l'infini. Évidemment, mais c'est en raison de la force de friction et la résistance de l'air qui va être appliquée à la bille. Quand elle roule sur la Terre inflige une certaine friction. C'est une force qui va aller à l'encontre de la vitesse, qui va le faire arrêter. Mais si on lance une bille dans l'espace, qu'elle ne rencontre aucun obstacle, elle va se déplacer à l'infini, donc elle conserve son mouvement. Et l'inertie est directement liée à la masse d'un objet. Par conséquent, si j'essaie de soulever mon mur de tantôt, eh bien, ça va être plus difficile parce qu'il est plus massif, par exemple. Donc, il est plus facile de pousser cette chaise sans Gabriel que lorsqu'on ajoute Gabriel. Je dois appliquer une force plus grande. Je suis lourde! Ah, et c'est important de noter que l'inverse aussi est vrai. Donc, si j'ai une chaise qui est déjà en mouvement, ça va être plus facile pour moi d'arrêter le mouvement si Gabriel n'est pas assis dessus, parce qu'elle est lourde. Passons maintenant à la deuxième loi de Newton. Celle-ci stipule que la force résultante va être la masse multipliée par l'accélération d'un objet. Également, l'accélération produite a toujours la même orientation que la force résultante. Une manière simple de voir ça, F est égal à ma, où F est notre force utilisée ou résultante. M, c'est la masse de l'objet qui va recevoir cette force. Et A, eh bien, c'est notre vecteur accélération. Facile, non? Vous voyez, c'est d'exactement ça que je parlais lorsqu'on parlait de l'inertie. Il va me falloir 2 fois plus de force pour botter un ballon de soccer qui va être 2 fois plus lourd qu'un autre. Ouais, je sais, il n'y a pas de ballons de soccer qui sont 2 fois plus lourds qu'un autre, sont standards, mais c'est un exemple.
On va voir ça plus en détail dans 2 semaines. Mais puisque la force est un vecteur et que l'accélération est un vecteur, comment on va travailler? Eh oui, en composante. Donc, il va être plus facile de travailler avec Fx est égal à m fois a de x et Fy est égal à m fois a de y. Finalement, la 3e loi de Newton. Celle-ci stipule que lorsqu'un objet va exercer une force sur un second objet, ce dernier va exercer une force égale, mais de sens opposé. Donc, F de A est égal à moins F de B. Dans ce cas-ci, on parle d'une paire action-réaction. Donc, c'est 2 objets séparés qui vont exercer une force égale, mais de sens opposé, l'une sur l'autre. On ne parle pas d'un objet qui va recevoir 2 forces différentes. Non, dans ce cas-là, il va y avoir annulation de la force. C'est vraiment 2 objets séparés. Action-réaction, c'est un objet qui va appliquer une force sur un autre. Alors, on va reprendre mon ami le mur. Si j'applique une force de 1000 newtons dessus, eh bien, lui aussi applique une force de 1000 newtons sur moi, mais de sens opposé. On voit que la force de 1000 newtons n'est pas suffisante pour me déplacer en raison de la friction du sol sur mes pieds, par exemple. Cependant, si je décide d'appliquer plus de force, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Mon pied va glisser. Donc, j'applique suffisamment de force pour pallier à la friction. Si j'enlève mes chaussures, mes bas sont plus glissants, il y a moins de friction, donc j'aurai besoin de moins de force pour me déplacer. Et voilà, c'est ça, action-réaction. Moi et mon ami le mur, on se pousse mutuellement. On n'oublie pas la 2e loi, hein? F est égal à m fois a. Donc, le mur, qui a une masse beaucoup plus grande que moi, eh bien, ne subira pas la même accélération, même si on a tous les deux la même force. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'appliquais 1000 newtons et on m'appliquait 1000 newtons, mais c'est seulement moi qui subissais une accélération, puisque ma masse est beaucoup plus petite que la sienne. Dernier petit exemple. Prenons mon rouleau de papier. Si je le laisse tomber, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Terre lui inflige sa force gravitationnelle, ce qui va faire en sorte que le rouleau de papier va tomber. Selon la 3e loi de Newton, eh bien, mon rouleau de papier, il va infliger la même force de sens opposé à la Terre. Est-ce que ça veut dire que la Terre va se déplacer tout autant que le rouleau de papier vers moi? Non. Les deux vont avoir la même force. Cependant, on s'entend que la masse du papier va être clairement inférieure à celle de notre planète Terre. Donc, lui, il va subir une accélération, mais la Terre, pas vraiment. Alors, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, on se rappelle qu'une force, c'est un travail effectué pour soit modifier l'état de mouvement d'un objet ou le déformer. C'est exprimé en Newton, en honneur du scientifique éponyme, qui va avoir développé ces 3 lois universelles donc qui s'appliquent à tout l'univers et pas juste à notre petite planète Terre. On va voir dans les prochaines semaines les petites caractéristiques qui sont propres à chacune des lois afin de pouvoir mieux les maîtriser et les appliquer dans notre quotidien. Donc, c'est tout. À plus, là. Je suis lourde. J'adore. Je suis lourde.